On va se pencher non pas sur les 24 heures ou peut-être un peu plus que mettrait Donald Trump pour arriver à une paix entre la Russie et l'Ukraine, mais sur cette nomination d'un émissaire pour la paix en Ukraine. Alors une information qui nous vient de Fox News, une chaîne partisane plutôt très proche du nouveau président. Regardez. Alors pour le moment, peu de détails sur sa mission réelle et son identité. Seule information, il s'agirait, je cite, d'une personne de très haut rang avec beaucoup de crédibilité. Alors je sais que sur le plateau, il y a quelques sachants bien introduits à la Maison-Blanche et ailleurs. On va commencer avec vous, Grégory Phillips. Vous êtes dur. De qui s'agit-il ? Eh ben, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Ce que ça dit simplement, c'est que Trump a l'intention de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il l'a dit à plusieurs reprises, peut-être en 24 heures, on verra. Il avait même promis qu'il le ferait avant son investiture le 20 janvier. Donc, visiblement, si j'en crois nos confrères américains, en nommant un émissaire spécial pour ce dossier, mais dont on ne connaît pas encore le nom. Est-ce que ce sera un diplomate ? Est-ce que ce sera un proche de Trump ? Vous avez vu dans les récentes nominations qu'il va chercher aussi dans ses amis les plus proches, jusqu'à parfois son partenaire de golf qui lui est nommé en charge du Proche-Orient. Sans aucune compétence diplomatique. Donc il va falloir voir le profil de l'heureux élu qui devra, pour Trump, régler la situation. Alors restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on parlera également de la nouvelle patronne du renseignement, plutôt très proche de Donald Trump certainement, mais également de la Syrie et de Moscou. Mais restons sur ce portrait, cette personne de très haut rang avec beaucoup de crédibilité. Et puis, sur le fond, tout simplement, c'est-à-dire l'envoi, parce qu'il y aura envoi sur le terrain d'un émissaire pour la paix dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. À chaque fois qu'on va regarder ces profils, il faut bien comprendre que la première des compétences qui est exigée de la part de ces personnes, c'est leur extrême loyauté à l'endroit de Donald Trump. Et j'insiste sur le terme extrême. C'est-à-dire que maintenant, Donald Trump, ce qui se passe, c'est qu'il est à Mar-a-Lago. Il y a une pile de dossiers qui sont devant lui. Il y a Susie Wiles qui sera sa directrice de cabinet, ça fait absolument aucun doute. Et il passe en revue, mais vraiment au peigne fin, les déclarations et les prises de position dans des moments critiques, 2016 et 2020 notamment. 2016, et ça a été théorisé par Steve Bannon, au moment de la diffusion de la vidéo, certains l'ont oublié, où Donald Trump se vante d'attraper les femmes par leur partie intime et de ne pas en être tenu responsable parce que, dit-il, c'est une star et je peux tout me permettre. Il y a eu une grande partie de personnes qui, pour des raisons tout à fait normales, naturelles, légitimes, ont fait défection. Donald Trump, il a des listes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne les a pas oubliées. 2020, c'est sa défaite. Maintenant, qui, par exemple, dans le Parti républicain, a reconnu sa défaite et qui était toujours à bord du train Donald Trump pour dire non, etc. Là, on est en train de se passer en revue, par exemple, Matt Gaetz. Je vous mets au défi de me montrer une seule citation de Matt Gaetz qui sera en charge de la justice aux États-Unis et qui dit effectivement Donald Trump l'a pas gagné. Non, et dit, et je cite, « Je reconnais que Joe Biden est le président des États-Unis. » Il ne dit jamais Donald Trump a perdu. Donc, qui est-ce qui va nommer sur l'Ukraine ? Oui, il y aura un émissaire. Qui est-ce qui va décider ? C'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui va tout décider, surtout parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais après, il va s'entourer de gens qui sont ultra loyaux, dévoués, et charge à nous de regarder un peu le profil de ces personnes et de voir, d'identifier les conflits d'intérêts, les phrases qui peuvent être franchement lunaires, hallucinantes. Parce que le piège que nous tend Donald Trump, et c'est ça la grande force de ce mouvement, c'est que commencer à nommer ce qu'est et ce que fait Donald Trump, c'est tomber dans le piège de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire des élites qui me disent que je suis fasciste, que je suis népotique, que je me comporte comme un mafieux. Et ça alimente l'extrême défiance de la part de celles et ceux qui le suivent à notre égard. Alors, on va avancer sur la personne, bon, on ne la connaît pas, mais on la devine, mais également sur le fait que Trump décide de prendre cette guerre à bras-le-corps, d'envoyer un émissaire de la paix. Il aurait pu envoyer un émissaire tout court. Là, le titre, c'est émissaire de la paix. Alors, peut-être pour en revenir sur le ton et la mission de cet émissaire, je voudrais qu'on écoute Marco Rubio. C'est le remplaçant
d'Anthony Blinken. Anthony Blinken, que ce soit dans les différents conflits et notamment celui en Ukraine, ce n'est pas n'importe qui. Alors, pour se mettre dans le bain, écoutons le successeur d'Anthony Blinken. Nous finançons une situation dans l'impasse. Je pense que les Ukrainiens ont été incroyablement courageux et forts en s'opposant à la Russie. Mais la finalité, c'est qu'on finance une guerre dans l'impasse. Ça doit s'arrêter parce que l'Ukraine va revenir 100 ans en arrière et je pense qu'il faut retrouver du bon sens. Voilà qui donne le ton, Valaria Formunten, donc cet émissaire pour la paix et cette volonté de l'administration Trump de régler la guerre. Vous y croyez? Vous la sentez comment? Trump avait annoncé dès le départ qu'avec lui, président des États-Unis, l'Ukraine sera sauvée et la Russie aura ce qu'elle veut. Il faudra qu'on trouve quand même le compromis entre les deux, parce que je ne vois pas lequel il peut rédiger aujourd'hui. Quel est son plan de paix qui satisfasse à la fois l'intégrité territoriale ukrainienne et les envies d'extension et d'expansion de Vladimir Poutine et son envie de pouvoir. Un émissaire, les États-Unis en ont eu un entre 2016 et 2020 qui était censé superviser l'application des accords de Minsk. J'ai pas l'impression que ça a mené quelque part la nomination de ce type d'émissaire de paix ou de maintien de la paix ou de retour de la paix. Par contre, il y a une réelle volonté de la part de Trump. Donc, quel va être le dialogue? Comment il va rentrer dans le dialogue entre les dirigeants des deux pays en conflit et comment il va essayer de trouver le compromis? C'est pas gagné parce que ça fait 2 ans que l'Europe, la Turquie, mais d'autres aussi s'y cassent les dents. La Chine est intervenue également. Et l'Inde aussi. Et l'Inde, sans pour autant y parvenir. Alors, est-ce qu'il détient des informations ou des moyens de pression sur les uns et sur les autres? Qu'est-ce qui l'obligera éventuellement l'Ukraine à renoncer et à quoi? Ça reste à voir. Alors, j'ai appris depuis cette élection, notamment, et avec vous tous, que le côté businessman et la façon de traiter les dossiers de Donald Trump était importante. Je vais vous laisser la parole dans un instant sur cet émissaire de la paix, cet ambassadeur de la paix, de cette mission confiée par Trump à un émissaire. Mais avant, je voudrais écouter la parole de ces soldats ukrainiens sur le terrain sur cette annonce et puis cette volonté de Donald Trump de régler le conflit au plus vite. Les changements sont une bonne chose. Il y aura peut-être plus de soutien. De plus, le gouvernement américain a leur plan pour mettre fin à cette guerre. La seule chose qui m'a troublé, c'est la phrase dite par Trump sur les 24 heures. Parce qu'il n'est pas question de leur donner notre terre. Parce qu'alors cela pourrait continuer. Il n'y a qu'une victoire complète. Pas de cession de territoire, pas d'échange. Pas de négociations. Les Russes ont déjà prouvé à quoi ressemblent ces négociations après coup. Il s'agit de notre État, de notre pays, de notre terre. Et nous ne comprenons pas ces déclarations fracassantes selon lesquelles ils libèrent quelque chose ici et sauvent quelqu'un en ne laissant derrière eux que des ruines et des pierres. Nous essayons de toutes nos forces de les détruire et de reconquérir nos territoires pour que cela n'aille pas plus loin, pour qu'il n'y ait plus de villes détruites et de vies détruites. Vous voyez à quel point vous aviez raison en disant que c'est pas gagné. Annie de Banton, est-ce qu'il faut croire en cette diplomatie, en cette volonté, et qui sera déçu au bout du compte? Vous savez, on a le sentiment, je m'excuse parce que c'est pas le moment, mais d'une plaisanterie. Bien sûr que la réponse à la Maison-Blanche, elle a déjà été donnée par la Russie, qui a affirmé dans la bouche de Sergueï Lavrov hier que la Russie ne bougerait pas d'un millimètre sur sa posture précédente. Et donc, on est bon. Ce témoignage que vous venez de diffuser ne représente que ce soldat qui parle, mais qui montre bien quand même. Il y a 2 soldats, mais quelque part ils ont de l'espoir, mais ils disent tous les deux la même chose. À la fois la lassitude. Leur lassitude, mais il est hors de question de céder notre terre aux Russes. Hors de question qu'on cède un pouce de territoire. Par ailleurs, il faut bien comprendre que pour l'instant, on a l'impression que c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est pas vraiment le cas.
c'est une guerre entre deux empires qui veulent le leadership. Il est évident que la Russie, là aussi, ne voudra pas céder un pouce de ce leadership. Et l'Ukraine en est l'enjeu. Donc, pour l'instant, on a le sentiment que ce sont des jeux d'échecs avec des pions qu'on avance, dont on ne sait pas véritablement si ils seront intronisés dans les mois qui viennent, mais qui permettent de tâter le terrain. Or, le terrain est déjà tout à fait clair, malheureusement. Les deux parties restent sur leur position.